Déjà, merci encore pour la fidélité de tous ceux qui peuvent être en ligne en direct. Merci aussi à tous ceux qui regardent les vidéos après. Merci aussi à tous ceux qui réagissent dans les réseaux sociaux. Je sais que ce qu'on fait et ce qu'on dit, c'est très demandé, c'est très suivi et que vraiment les personnes sont intriguées, intéressées par ce que nous apportons et comment nous l'apportons. Donc, soyons rassurés qu'on est en train de construire quelque chose merci beaucoup, quelque chose de formidable et qui, comme toute chose qui se construit, il faut prendre le temps de le faire bien. Il faut prendre le temps de le faire avec précision, avec douceur, avec force pour pouvoir construire des mentalités, des réflexions, des analyses qui vont être totalement différentes. Maintenant, pour ce qui est de là où on s'est arrêté les dernières fois, pour faire un petit résumé, on a déjà fait 4 vidéos de formation des cadres politiques. La première vidéo, c'était sur le militantisme. Militantisme et savoir comment nous, en tant qu'Imperium, on allait définir ce terme-là et comment nous allions le vivre. La deuxième vidéo, c'était sur le projet de société. Savoir quelle différence, quel lien il y a entre ce qu'on appelle projet de société, projet économique, projet politique. Et on avait parlé, encore une fois, des secrets, des notions très particulières qui sont derrière, qu'on a défini pour que les cadres politiques que vous êtes et que vous serez aient des informations et des outils que les autres n'ont pas. La troisième vidéo qu'on avait vue, c'était la politique et la démographie. Tout ce qui était lié à la population, le fonctionnement, la logique d'installation, la permaculture, tout ça, on va rentrer dans les détails, mais je prends des thématiques larges exprès pour pouvoir bien travailler avec des notions plus précises par la suite. La quatrième vidéo qu'on a fait, c'était la paix sociale, avec l'idée de se demander comment, en fait, on construit une société pacifique, comment on construit une société qui est en paix et qui va fonctionner avec des citoyens, des concitoyens qui sont en relation avec, en bonne relation avec tout le monde. Donc, le cinquième sujet qu'on va aborder, que j'ai mis dans le groupe, c'est l'insécurité. Quelle stratégie pour pouvoir, on va dire, quelle stratégie pour pouvoir reconstruire le Congo à ce niveau-là? Comme d'habitude, l'idée, ça va être de comprendre les termes. Il faut tout comprendre vraiment la terminologie. On est la question d'insécurité. Déjà, sur la tonique question, insécurité, eza nini, soki bato baza oyo boza na internet boloba nini. C'est quoi insécurité? Insécurité, c'est quoi? Comment vous définirez le terme de l'insécurité? Avant que na kota na ba explication. So vous toza na idée. Insécurité. On appelle ça la définition. Et là, oui. 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 Bon, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, comment ça va? Oui, ça va bien. Bonsoir à tout le monde. Bon, l'insécurité, c'est vaste, c'est globalisant. Mm-hmm. Et voilà, lorsqu'on parle de l'insécurité, c'est lui qui est pauvre est dans l'insécurité, c'est lui qui est dans le chômage est dans l'insécurité. Et on peut aussi penser que celui qui n'a pas étudié est aussi dans l'insécurité parce que lorsqu'on ne connaît pas, même la Bible dit, hein, mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsqu'on ne connaît pas, on peut mourir. Donc, voyons déjà que c'est aussi une forme d'insécurité. Donc, l'insécurité, c'est vraiment vaste. Et par rapport à la paix, parce que la fois passée, vous avez dit, JC, vous pouvez fermer un peu votre... JC peut fermer son micro. C'est bon, j'ai fermé.
Oui, OK. Donc, la fois dernière, j'avais suivi la vidéo. Bon, j'étais sur place, mais un peu pris par sujet sollicité en dernière minute. Lorsque vous avez parlé de la paix, et le soubassement de la paix, c'est la vérité. Et nous pouvons déjà, quand il n'y a pas la paix, c'est-à-dire qu'il y a l'insécurité, si nous lions cela avec, comme je venais de dire tantôt là, si nous lions cela, parce qu'il y a la paix égale vérité, et quand on n'a pas la vérité, c'est ce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on n'a pas la connaissance, on est aussi dans l'insécurité. Donc, je peux me limiter là, c'est juste des idées comme ça, vague, pour dire que l'insécurité, c'est vraiment vaste, ça peut toucher celui qui est célibataire, il est aussi dans l'insécurité, on peut dire ainsi. Celui qui n'a pas de travail, il est dans l'insécurité. Celui qui ne connaît pas, il est dans l'insécurité. En fait, celui qui n'est pas dans la paix, il est dans l'insécurité. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude, parce que la définition, elle est parfaite. C'est exactement comme ça qu'il fallait le voir. Insécurité, dans la tête de beaucoup de personnes, ça ne se résume qu'à la danger physique. Je vais me faire tuer ou je vais me faire agresser ou on est en guerre ou on est victime de quelque chose. Ou bien il y a des voyous dehors. Mais l'insécurité, c'est un terme qui est très, 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 très vaste, mais qu'on n'utilise que dans un seul domaine. Mais si on va plus loin, Papa Jean-Claude t'a dit quelque chose de très important. Tu as dit en fait, Jean-Michel. Pardon, Papa Jean-Michel, pardon. Celui qui est dans l'insécurité, il est pauvre ou il devient pauvre. C'est ça que tu as dit, papa? D'accord. On va creuser. Insécurité, c'est un fait ou c'est pas un fait? Est-ce que c'est insécurité, et le tangible ou pas? Bon, si je peux encore rebondir, pas forcément, hein, ça peut être le deux, hein, parce que physiquement, quand on vit dans une situation quelconque, on est dans l'insécurité, mais aussi ça peut être dans la pensée, voilà, donc ça peut être aussi dans la pensée, pas forcément physique, mais ça peut aussi être comme quand nous disons la connaissance, c'est aussi pas forcément physique, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien. On va aller dans cette direction. En fait, c'est comment? Insécurité, que ce soit scolaire, que ce soit au niveau de la violence, au niveau de la guerre, au niveau des voyous, au niveau de l'alimentaire. L'insécurité, ce n'est pas quelque chose qui est tangible, ce n'est pas concret. Et ça concrété. C'est insécurité et ça sentiment. Parce que ce qui est sentiment, il est qui? Si le sentiment part, je deviens pauvre ou je deviens une victime. Donc, en fait, quand on parle d'insécurité, il faut comprendre qu'on n'est pas en train de parler d'un état de fait. On parle d'un sentiment qui est avant que le fait s'accomplisse. Parce que si tu dis je suis dans l'insécurité et que quelqu'un vient, il te vole. Quand tu as été volé, tu es victime. Tu n'es plus dans l'insécurité, tu es une victime. Donc l'insécurité, c'est le sentiment qui précède la situation de la future victime ou de la future personne qui va se faire abuser ou qui va tomber dans quelque chose qui va être totalement instable. Donc à partir de ce moment-là, si on a défini le terme d'insécurité, on comprend que quand les politiques disent qu'on est dans une insécurité et qu'ils pensent sûrement à la violence, ça veut dire que dans toutes les insécurités qui existent, il y en a une qui est la maman des insécurités. La plus importante des insécurités, c'est celle qui va toucher au physique. Celle qui va faire que la personne va se sentir en danger de mourir ou en danger de vie. C'est-à-dire qu'il va perdre sa vie ou qu'il va mettre sa famille en danger. Donc, si je résume, insécurité, eza fêté, ce n'est pas un fait. Eza sentiment moute précédaka, situation, on a commis victime, on a commis pauvre, on a commis inculte,
on a commis Moutou sans situation stable. Ce qui te comprend, wana, faut que yebake, ce qui Moutou a yebi, a définir terminologie moko na situation moko particulière, et là, qui que situation wana, et ça, élément, il y a référence pour définir mo wana. Donc, même si, comme dit papa Jean-Michel, il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité intellectuelle, il y a la sécurité financière, tout ça, le terme qui va vraiment, la situation qui va vraiment caractériser la sécurité, c'est la violence. C'est celle de se faire agresser. C'est celle de vivre dans un endroit où on a peur. Kobanga. Voilà. Donc, ce qui est insécurité, et ça, Kobanga, si l'insécurité, c'est d'avoir peur, il faut maintenant comprendre quel est le travail du politicien. Les politiciens, ils viennent, ils disent non, on va vous sortir de l'insécurité. Gardez en tête, le but, c'est de savoir comment régler l'insécurité dans sa définition originelle, dans sa vision originelle qui est la violence. Mais après, on réglera tout le reste parce que ça et ça, c'est lié. L'insécurité dans la violence et l'insécurité alimentaire, financière, sociétale, et ça connecté à l'insécurité autour de la violence. Autant après. Donc la question est maintenant, en tant que politicien, on arrive, on veut offrir une société stable. La fois dernière, on a vu la paix sociale. Il ne peut y avoir de paix sociale avec l'insécurité. Il faut enlever l'insécurité. Il ne peut y avoir de situation où des personnes vivent, réussissent et prospèrent avec à côté la possibilité de voir des violences, de voir des enfants pas éduqués, de voir une instabilité financière. Donc maintenant, ma question que je vous pose à vous en tant que politicien, comment vous offrez aux futurs militants, aux futurs adhérents, aux futurs électeurs la notion de on vous sort de l'insécurité, entre parenthèses, violence en premier. Quelles sont les solutions que vous avez? Parce que Moussa, politicien, le travail du politicien, c'est d'offrir la sécurité. C'est de sortir tout le monde de l'insécurité et des situations qui sont, entre guillemets, graves, compliquées. Alors, comment on fait? Comment on fait pour dire, nous, notre travail en tant que politicien, c'est de vous sortir de l'insécurité? Je suis là à Kinshasa, je vois. Comme l'a dit papa Jean-Michel, on voit tous les jours l'insécurité. Insécurité alimentaire, insécurité financière, insécurité... Il n'y a pas de violence, ce n'est pas des sociétés violentes ici. Mais on peut sentir que les gens mettent des clôtures. Donc, on sent qu'il y a besoin de sécuriser. Nous avons la policier, tu vois les policiers, tu vois les militaires. Donc, on voit que l'insécurité ou la sécurité, c'est une colonne vertébrale d'une société qui fonctionne. Mais vous, aujourd'hui, en tant que politicien, indépendamment d'Imperium, vous êtes des penseurs, vous êtes des personnalités qui agissent, qui réfléchissent. Comment vous traitez le problème de l'insécurité qui s'exprime d'abord par la violence et qui finit par des situations comme l'alimentaire, l'éducation ou les finances? Bon, moi, parce que moi, le pilier, hein, je ne vais pas loin par rapport à au meeting de la fois passée. Il faut d'abord informer la population, leur donner de l'information, c'est-à-dire éduquer la population. Et l'éducation, c'est quelque chose d'important, la connaissance. Et voilà. Donc, la première étape, c'est l'éducation. D'accord. On doit éduquer la population, voilà, à savoir, à se prendre, d'abord, à connaître. Hein? Lorsqu'on connaît, on peut résoudre beaucoup de problèmes. D'accord. On va retenir réponse, on garde la direction. Papa Jean-Claude, vous avez la réponse, il faut que tu actives ton micro. Je l'active. Il faut activer le micro, papa Jean-Claude.
Micro désactivé, papa Jean-Claude. Il faut activer le micro. Micro Kangama. Papa Jean-Claude, ton micro il est fermé. Essaie de l'activer. Oui, là c'est bon, on t'attend. Oui. OK. Pour moi, je dirais qu'il faut mettre la loi et tout. Hein? C'est en mettant la loi, en ordonnant que les gens peuvent avoir la sécurité. D'accord. Donc, supposons maintenant, je vais essayer de vous donner les clés. Si l'insécurité, c'est d'abord un sentiment, parce qu'une fois que le sentiment est passé, je deviens victime de la faim, de l'argent, de l'agression. Donc, l'insécurité, je ne peux pas traiter l'insécurité avec du concret. Ce qui te comprend que l'insécurité est kobanga. Kobanga nzala, kobanga bitumba, kobanga miyibi, kobanga. Eza kobanga. On demande à un État, on demande à un parti politique, on demande à un État, un parti politique de gérer ce sentiment de peur. Donc, il faut en fait changer l'idée. L'insécurité, c'est le sentiment de peur. Donc, si on comprend que le sentiment de peur égale insécurité, les solutions qu'on va trouver ne vont pas être celles que l'on pense. Parce que celui qui dit non, moi, pour lutter contre le sentiment de peur, je vais rajouter des policiers. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 10 000 policiers de plus que le sentiment de peur de ma parcelle va partir. Pour que mon sentiment de peur de ma parcelle elle parte, il faudrait à la limite que le policier vienne habiter dans ma parcelle tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas en rajoutant des policiers qu'on enlève le sentiment d'insécurité. De un. De deux, sentiment d'insécurité, ça ne peut pas s'enlever en disant, voilà, on va faire des lois, papa, je comprends. On fait des lois. Mais la loi que je fais, pour qu'elle puisse enlever le sentiment d'insécurité, il faut qu'elle soit appliquée, respectée par des gens. Mais si les gens ne le respectent pas, ne l'appliquent pas, ne savent même pas que la loi existe, comment j'enlève ce sentiment d'insécurité? Pour comprendre ça, il faut encore une fois aller na bois Bakoko. C'est comme ça. Si vous remarquez, à chaque fois que, comme disait papa Jean-Michel, si vous lisez dans la Bible, Tangina Torah, vous regardez là-bas, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose contre un groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais semer la peur chez eux. Je vais semer la panique chez eux. Donc, en fait, le fait de savoir que le sentiment de peur, d'insécurité vient parce qu'on est en fait en train d'être ciblé par le Très-Haut et qu'il envoie ce sentiment-là, qu'est-ce qui se passe? On commence à regarder à droite, à gauche. On a peur. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Il n'y a personne qui est autour de vous, mais vous avez peur. Vous êtes sclérosé, bloqué. Il n'y a aucun danger. Il y a un petit pays qui est en face de vous là-bas, qui est 18 fois plus petit que vous, qui a 18 fois moins d'habitants que vous, mais il vous fait peur. Pourquoi? Sentiment d'insécurité. Donc, le sentiment d'insécurité, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, avant de sortir des lois, avant de rajouter le nombre de policiers, avant de doubler le nombre d'enseignants, avant de donner des aides sociales à tout le monde, il faut d'abord enlever le sentiment d'insécurité, parce que le sentiment d'insécurité précède la notion de victime. Si je n'enlève pas le sentiment d'insécurité, toutes les lois que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, ça ne marchera pas.
les gens diront toujours « Ok, oui, mais ». Ok, oui, mais. Si tu n'enlèves pas le sentiment d'insécurité du cœur des gens, tu peux leur donner demain, papa Jean-Michel, 10 000 $ de rentrée d'argent. Tu peux demain leur ouvrir tout ce qu'ils te demandent. Ça sera les mêmes personnes qui te disent « Ah, mais on sent quand même l'insécurité dans ce pays. » Mais comment vous sentez ça? Parce que j'ai donné l'argent, on a mis plus de policiers. Quand on est par Kinshasa, il y a des militaires. On voit les militaires, ils sont là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de militaires. Il y a des policiers. Mais pourquoi le sentiment d'insécurité est toujours là? C'est parce qu'on a oublié qu'on ne lutte pas contre l'insécurité avec de la matérialité, avec du matériel. On lutte avec quelque chose d'autre que je vais vous expliquer. Et on va voir comment on va appliquer ça politiquement. Mais le truc, c'est qu'il faut éviter de croire et de penser que le sentiment d'insécurité se règle avec le matériel au début. Le matériel vient en second. Donc, est-ce que par rapport à ça, déjà, il y a des questions? Je sais que c'est une question très compliquée. Je veux être sûr que vous comprenez. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là déjà? Bon, on attend. Moi, je suis trop curieux de savoir parce que la question, c'est comment. La question, c'est, je suis vraiment curieux. Vous avez dit qu'il y a le sentiment d'insécurité. Oui, effectivement. C'est vraiment vrai parce qu'à un moment donné, même c'est ce que nous vivons, hein, il y a des gens qu'on a montrés comme s'ils étaient des invincibles. C'est comme même l'histoire de la Bible. Goliath et David. Vous voyez, Goliath, quand Goliath s'est présenté, c'est tout Israël qui était déjà dans cette insécurité-là. Et tout le monde savait que voilà, Goliath, c'est quelqu'un d'invincible et ainsi de suite. Donc, il y avait cette panique-là tout le temps chez le peuple. Donc, maintenant, la question est comment enlever ce sentiment d'insécurité? C'est ce que moi, j'attends. Merci beaucoup, papa. Tu as bien résumé, c'est ça. Donc maintenant qu'on a compris ça, on voit que toutes les politiques sécuritaires, en fait, c'est des mensonges. Parce qu'on nous vend quelque chose qui n'est pas en fait la solution pour ce qu'on traverse. Donc nous, maintenant, en tant que cadre, leader politique d'Imperium, on doit savoir que quand on veut maintenant donner aux citoyens, aux concitoyens, aux futurs militants, les outils pour lutter contre le sentiment d'insécurité. On doit savoir que le sentiment d'insécurité, qu'il soit alimentaire, qu'il soit physique, qu'il soit financier, vient en fait d'une malédiction. Il faut le comprendre. La plus grosse erreur qu'ont fait la majeure partie des pays du monde, c'est d'avoir fait ce qu'ils appellent couper la relation entre l'État et l'Église. Ils ont pensé que c'était la chose à faire pour réussir, entre guillemets, à mettre en place ce qu'ils appellent leur système démocratique. Nous, on sait que la démocratie ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que quand quelque chose... Un instant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. C'est qu'à partir du moment où on comprend que le sentiment d'insécurité est une malédiction et que les leaders politiques qui viennent avec des solutions qui sont strictement matérielles, ils ne font que essayer de cacher un feu qui va prendre en dessous et qui va finir par tout brûler. Donc, il faut comprendre que s'il y a une malédiction, si la manière dont les forces invisibles qui agissent dans un pays, comme à l'époque, ils le savaient, même les Blancs le savaient, on connecte l'Église et l'État, le roi se faisait oindre. La démocratie, elle, est venue apporter un système qui n'est pas c'est de la stabilité. On est constamment dans une logique de changement. Nous autres Africains au Congo, on a vu que non, il faut faire confiance aux lignées familiales, il faut faire confiance à la stabilité, il faut faire confiance à la spiritualité, il faut donner, entre guillemets,
le pouvoir à ceux qui savent relier les deux aspects. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas relier les deux aspects, on crée une société démocratique où on peut régler beaucoup de problèmes, mais jamais l'insécurité. C'est pour ça que vous verrez dans tous les pays du monde entier, la situation, elle est identique. Ils peuvent avoir les plus gros PIB du monde, ils peuvent avoir les plus grandes ressources naturelles du monde, ils peuvent avoir ce que vous voulez. Il y a une chose qu'ils ne savent pas gérer, c'est l'insécurité. Alors que ce n'est pas normal. Avec les moyens que la France peut avoir, que Israël peut avoir, que les États-Unis peuvent avoir, que la Chine peut avoir, que la Russie peut avoir, l'insécurité, c'est votre problème. Vous arrivez à envoyer des missiles à 100 000 km et vous n'arrivez pas à gérer le sentiment d'insécurité d'un quartier qui est dans une banlieue de vos capitales. C'est parce que vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de dire des choses qui sont fausses. L'insécurité ne se règle pas comme ça. Alors, s'il y a une malédiction, la question c'est quelle est cette malédiction? Là, maintenant, on va revenir au premier cours. Il faut comprendre que quand on parle d'une notion... Bonjour, Papa Coco. Quand on parle d'une notion... Bonjour. Quand on parle d'une notion d'éthique et de moralité, il ne faut pas penser que c'est des termes que j'utilise par excès sans savoir de quoi je parle. Pour ceux qui seront dans un groupe plus restreint, je vous donnerai les secrets qu'il y a derrière le fait qu'un homme, il est de la moralité et de l'éthique. Qu'est-ce qui se passe pour lui? La première réponse que je peux vous dire, c'est qu'il va enlever tout sentiment d'insécurité. Il n'a pas peur. Alors, comment on fait? Une société où les gens vont vous dire constamment on a peur. On a peur de mourir, on a peur de ne pas manger, on a peur de ne pas avoir d'argent, on a peur de tomber malade, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur. Donc, la malédiction, comment Dieu fait pour te montrer qu'un pays n'est pas béni? Les clients, les citoyens sont constamment dans la peur. Et on regarde tous les problèmes politiques, c'est insécurité, 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 insécurité. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais réglé ce problème-là. Donc, si on comprend que l'insécurité, c'est une malédiction qui tombe sur un peuple, qui frappe une ville, qui frappe une capitale, qui frappe un pays, on doit, nous, en tant que leaders politiques, savoir comment on doit faire. Comme je le dis, je respecte la liberté religieuse, spirituelle de tout le monde. Je donne une base essentielle à la tradition de notre pays, Congo. Et je dis une chose, quand on veut diriger, quand on veut avancer, quand on veut être un homme de pouvoir, que ce soit le pouvoir législatif, sénatorial, bourgmestre, présidentiel, ministériel, on ne peut pas ne pas avoir de moralité ou d'éthique. Pourquoi? Parce que si on a de la moralité ou un manque d'éthique, on est celui qui fournit quoi? Le sentiment d'insécurité à tous ses concitoyens, à tous les habitants et à tous les habitants de la ville où on dirige. Comment on le sait? C'est comme ça. La chose qui est l'élément central qui plonge un pays dans l'insécurité, c'est l'immoralité sexuelle. Je vous le dis aussi simplement que je puisse vous le dire, je peux l'expliquer, je peux le détailler et l'étayer. Ça paraît contradictoire, mais c'est exactement ça. À partir du moment où l'immoralité est installée dans un pays et qu'elle se devient banale, il faut savoir que les militaires là-bas, ils n'ont pas de force, ils ont peur. Il faut savoir que les policiers là-bas, ils n'ont pas de force, ils ont peur. Prenons maintenant l'exemple de modèle par excellence de l'insécurité. C'est l'insécurité territoriale, la violence, l'agression, les soldats. On va prendre une histoire moderne. Pour ne pas tout être dans la Bible et que les gens nous disent non, on est trop dans des histoires spirituelles, on va montrer qu'on est concret, on est logique, on est cohérent. Vous pouvez faire le tour du monde, des écoles militaires. Tout le monde va vous dire une chose. Il y a une guerre qu'on ne peut pas enseigner. Il y a une guerre qu'on ne peut pas expliquer. Il y a une guerre qui ne sert à rien en termes de référence pour les écoles militaires de haut niveau dans le monde. C'est la guerre des 6 jours.
C'est quoi la guerre des 6 jours? C'est une guerre où une armée d'un peuple qui vient à peine de s'installer sur son terre, qui n'a même pas d'avion, même pas d'armes, cette armée-là, ils vont battre 6 pays arabes. Cette armée-là, non seulement vont battre 6 pays arabes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les adversaires, eux, ils vont aller du côté de, quand on voulait attaquer, on voyait des anges qui nous attaquaient. On ne pouvait pas avancer. On voit les images des archives audiovisuelles, télévisuelles, pardon, où on voit des chars qui ne bougent pas. Ils sont 200, 300 chars. En face, il y a un char qui ne bouge pas et eux, ils n'osent pas attaquer. Comme ils n'osent pas attaquer, mais après, quand ils se feront capturer, les experts militaires leur demandent, mais pourquoi vous n'avez pas attaqué? On ne comprend pas. Vous êtes 400 chars. Il n'y a qu'un seul char devant vous là-bas. Qu'est-ce qui vous empêche d'attaquer? Ah non, on voyait des anges. Mais quels anges? Celui même qui est dans son petit char, il ne voyait rien. Il voit 400 chars devant lui. Il se dit, mais je vais me faire attaquer, rien ne se passe. Ça, c'est la preuve que le sentiment d'insécurité a été vaincu. C'est quand on est capable soi-même d'incarner une force. Quand on est soi-même capable d'incarner une force. C'est quoi cette force-là? C'est justement, je vous dis, c'est un secret qui n'en est pas un. Mais c'est un secret parce que les gens ne savent pas comment l'appliquer, comment le faire. C'est tout en rapport avec la moralité, l'éthique et aussi la pureté. Aujourd'hui, quand je dis souvent dans les vidéos, on doit redonner de la noblesse à la politique. On doit redonner de la force à cette tâche qui est, à cette besogne qui est si onéreuse, si particulière. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit quand on est un politicien corrompu, un politicien clientéliste et encore plus un politicien immoral qui ne sache pas respecter les traditions de son pays, de sa religion, quand il s'agit d'avoir une probité morale dans tout. Je vous dis, c'est ça. C'est ça qui fait qu'il y a un sentiment d'insécurité omniprésent. Quand on parle avec les Quinois, avec les gens de Goma, avec les gens de Lubumbashi, tout le monde a une insécurité qui est omniprésente. On a peur de mourir, on a peur de ne pas manger, on a peur de ne pas avoir d'argent, comme l'a dit si bien Papa Jean-Michel. La question, c'est d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient de ce que nous ne sommes pas en mesure de se préserver. D'où on le sait? C'est écrit dans la Bible, pour ceux qui étudient la Bible. C'est écrit là-bas que Balak est parti chercher Balaam. Il dit, je vais te prendre pour que tu viennes maudire les enfants d'Israël. Donc, je vais te prendre pour que tu viennes maudire les enfants d'Isolélé. Donc, il va, il emmène. Il faut savoir que parmi les deux, Balak, c'était le vrai sorcier. Il était roi, mais il était sorcier aussi. Mais il savait que celui qui avait la puissance de maudire, c'était Bilam. On va le chercher. Ça, Bakindoki, place 1 à Kokité, place 2 à Kokité, place 3 à Kokité comme maudire, place 4 à Kokité, place 5 à Kokité, place 6 à Kokité. Ils ont changé ma place, ils changent de place. Place 7, il dit, c'est pas possible. Donc, tous les places sont avec Okende. Bala azo ibsaye mais kwani na big yo pona o modia bango yo okomi kopesa la bénédiction ozo singa kina somba ba taureau ba vache boy nazo dépenser mbongo, on dépense de l'argent à chaque endroit où je vais, je te dis maudis-les et toi au lieu de les maudire tu les bénis. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il fait la bénédiction. Bilam, il fait la bénédiction, il dit non, c'est un peuple qui est magnifique, qui ne se mélange pas, qui n'est pas comme les autres peuples, et il y aura un Messie. OK. Maintenant, la question, elle est, quel est le conseil qu'il a donné pour réussir à les faire tomber? Comme je le dis, j'insiste.
frise historique où il y a des enfants d'Israël, c'est aussi notre frise historique. C'est aussi notre histoire. Il dit, je te donne une stratégie, Balak. Tu dois savoir que leur Dieu, là, il n'aime pas l'immoralité. Il déteste cela. Donc, fais en sorte qu'ils fassent des choses immorales. Et à ce moment-là, tu verras, tu pourras les battre. Tu pourras les tenir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Balak, il va mettre des femmes tout au long de la route là-bas. Et il dit aux enfants, aux femmes là-bas, vendez des choses et parlez-leur. Et les enfants d'Israël, ils tombent dans l'histoire. Ils vendent des choses, ils parlent-leur. Et là-bas, ils vont faire ce qu'on appelle l'idolâtrie de Baal Péor. C'est quoi Baal Péor? C'est ça, idolâtrie au Moro, au Ké Libosa et Keko, au Vandi, au sein il a besoin dans Libosa et Kekoana. Comment ils ont eu? Ils ont dit non, si tu veux maudire mon Dieu, il faut que tu fasses tes besoins devant lui. Mais en fait, c'était ça le piège. Comment ils sont tombés là-dedans? Parce qu'on a donné un conseil. Ce conseil-là, c'est faut les pousser dans l'immoralité. Donc, maintenant que je vous ai donné ça, la clé, elle est comme ça. Une armée forte, on ne peut pas envoyer dans une armée ceux qui ont protégé territoire na biso boye, que mutuba kotate, que toujours infliger des défaites na ba ennemi. On ne peut pas avoir une armée forte si on n'a pas parmi nos soldats de la moralité au plus haut point. Parce que si on n'est pas au plus haut point moral, on est un gilet pare-balles troué. Si jamais on veut faire la même chose avec les policiers, si le policier il n'a pas cette probité morale et cette logique de vie, qu'il est là, il boit sa bière, il fume sa cigarette et il fait comme si, on n'enlève aucune sécurité. On ne met en place aucune solution. On est juste en train de faire semblant de ranger, mais on ne range rien. La même chose, on peut bien mettre en place toutes les lois qu'on veut, papa Jean-Claude, toutes les lois qu'on veut. Mais si les dirigeants, les politiques ne sont pas moraux, il ne se passera rien. Combien de lois sur la sécurité ont été faites dans tous les pays du monde? Citez-moi une loi qui a marché. Aucune. Même les pays comme Dubaï, les villes comme Dubaï, où ils prétendent qu'on est à 0,1% de criminalité. Mais si tu vas là-bas, tu regardes les gens qui vont vivre là-bas, ils disent oui, c'est vrai, mais tu sens quand même qu'il y a un sentiment d'insécurité. Pourquoi? Tu ne peux pas faire une erreur. Une erreur, bam, prison, papa, baba. On te tape, tu dis, c'est trop violent. Ils ont toutes les solutions. Ils ont mis tout le matériel. Ils ont mis des caméras partout. Tout le monde est fiché. Tout est avec les sous-puces. Donc, on devrait avoir quoi? Le sentiment de sécurité. Mais tu vas là-bas, les gens ont peur de rester. Ils savent que si tu fais une bêtise, le système se retourne contre toi. Donc, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on est en train de faire un séminaire qui est spirituel. Ce n'est pas ça. On est en train d'essayer de trouver des solutions pour que demain, on ne soit pas appelé des politiciens qui avons menti. Si nous arrivons demain dans des positions de direction, des positions de fonctionnement, et qu'on veut dire aux personnes, nous vous amenons vers une société qui sera sécurisée, on ne peut pas le faire si on n'a pas conscience de ça. La sécurité ne peut pas être mise en place dans une société où il y a de l'immoralité, où il y a de la perversité. Il faut respecter les lois, les traditions de notre pays. Si dans notre pays, on permet certaines choses parce que c'est des traditions, les religions qui vont venir dedans, respecter ces traditions-là qu'on va vous imposer, mais comme ça, on ne met personne dans l'immoralité. Je vous donne un exemple. Il y a des traditions congolaises qui sont depuis nos ancêtres. Je dis une bêtise par exemple, c'est juste un exemple. Hein. On te dit, tu veux épouser une femme, il faut faire la dot. Ça, c'est tradition du pays, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens qui viennent et qui apportent une autre logique. Ils disent non. Pour épouser une femme,
il faut aller chez le bourgmestre et signer un contrat. Au début, il n'y a rien qui paraît anormal, n'est-ce pas? On dit, bon, c'est juste une idée différente, mais la finalité est la même. Ben, regardez comment l'insécurité se crée. Quand Bako Konabiso, quand nos sages, ils te disent non, pour marier une femme, il faut aller dans la famille de la femme et offrir une dot. C'est qu'ils savaient que c'est comme ça que dans ce pays où on va réussir à créer le sentiment de sécurité dans ce cadre-là. Comment? Parce que regardez, si on te dit, tu vas à la mairie, tu vas chez le bourgmestre, tu signes un papier, quelle considération les gens ont pour ce papier qui est signé? Aucun. Aucun. Ils signent des papiers chez le bourgmestre et se retrouvent à faire de l'immoralité par ailleurs. Parce que la société est devenue laxiste. Parce que la société est devenue pas assez rigoureuse. Alors que quand on t'obligeait à faire la dot comme il faut, tu sais que cet acte-là d'épouser quelqu'un se fait avec des conséquences. Tu sais que ça engage pas simplement toi de manière isolée dans un pays isolé, tu signes un papier. Non, ça t'engage toi, ta famille, ton parent, le nzodi, tout le monde part. Tu vois ce que ça veut dire. Tu comprends que c'est une institution dans laquelle tu t'engages. Et cette institution-là te donne la force d'être solide. Maintenant, d'autres viennent et te mettent une loi, ils appellent ça civil. C'est quoi civil? Si c'est civil, c'est nous les Congolais, c'est nous qui devons définir c'est quoi le civil. Ça devrait être selon les traditions. Non. Je signe mon contrat de mariage. Et vous regardez, je ne vous dis pas la catastrophe où on est maintenant. Papa, maman. Aujourd'hui, j'étais à Mongafula. Le nombre de jeunes filles mères abandonnées à 18 ans avec 4-5 enfants. Ça, c'est la preuve que ce papier-là, qui est venu remplacer le mariage coutumier, a créé de l'insécurité. Parce que les gens rentrent dans une volonté de se dire, je ne suis pas obligé de signer ça, donc ils deviennent quoi? Immoraux. Des filles mères, un problème majeur, des filles qui à 18 ans n'ont même pas la force de voir l'avenir parce qu'ils se disent, j'ai 18 ans, j'ai 4 enfants. À quel moment elle va commencer à se construire? Elle est la preuve même que la société est devenue immorale. Donc, comme cette immoralité est rentrée, elle a créé quoi? De un, l'insécurité alimentaire, comme a dit papa Jean-Michel. Elle ne mange pas. Elle ne peut pas faire manger ses enfants. L'insécurité sociale. Elle va habiter où? Elle va faire quoi? L'insécurité physique, violence. Parce que quand tout le monde sait que c'est une mère qui a 4 enfants, 18 ans, vous comprenez les idées, comment ils vont se passer dans la tête de ces hommes-là qui sont mal orientés? Juste parce qu'on a enlevé une tradition et qu'on l'a remplacée par du papier. Donc, je reviens à mon sujet. Il est important de comprendre que tous ceux qui aujourd'hui veulent être des leaders politiques, même au-delà d'un période, des cadres politiques, sachez que vos paroles ne pourront être fortes et ne créer des fruits que si vous êtes des politiciens moraux et que ce que vous faites dans vos vies sont respectant, tous les choix que vous faites dans vos vies respectent la tradition du pays où vous êtes. Au-delà de ce que c'est ce côté civique pourrait dire. Voilà l'insécurité. Donc, quand aujourd'hui, on dit qu'on veut lutter contre l'insécurité et qu'on a un programme sur Internet où on dit on va faire plus ça, ça c'est normal. On veut pousser nos adversaires politiques, entre guillemets,
sur le côté. On ne veut pas donner les informations. On ne veut pas dire quoi faire, comment faire. Maintenant, je vous dis à vous, dans le cadre de cette formation-là, comment ça fonctionne. Vous pouvez faire le tour du monde. Personne n'a la solution de savoir est-ce que l'insécurité, le sentiment d'insécurité, ça s'enlève par des actions concrètes. Non. Le sentiment qui est invisible, impalpable, s'enlève aussi par des actions invisibles, impalpables. Là, j'insiste, il faut avoir une moralité et une probité incroyable. Il faut se travailler. Pour arriver aux positions où je suis là aujourd'hui, quand je parlais avec les différents conseillers, les différents rabbins, les personnalités qui te donnent des conseils, te disent, regarde, si tu n'as pas atteint un niveau de moralité et de probité où tu sais que tu es à 100% sûr de toi et que rien ne peut te faire changer, ne peut te corrompre, ne va pas dans la politique. Parce que tu vas te faire avaler tout cru par cette bête-là. Mais si tu t'es travaillé, si tu as changé, tu as mis la colère de côté, l'arrogance de côté, les plaisirs de ce monde de côté, le parler pour rien de ce côté, la tristesse, tout ça, t'as enlevé, tout ça, tu es devenu quelqu'un qui sait que rien ne peut lui faire changer son chemin et sa droiture. À ce moment-là, vas-y. Voilà pourquoi je suis devant vous. Et quand je dis ça, c'est pas facile, je sais. Ça peut être des années de travail. Mais mon travail en tant que leader du parti, c'est d'avoir des raccourcis. Je sais comment vous faire arriver à ce niveau-là rapidement. Ça sera dans les rencontres physiques, je vous dirai comment on fait. Mais sachez qu'on est en train de régler en quelques minutes un problème majeur que le monde n'arrive pas à régler, juste parce qu'on arrive à lire nos textes. L'insécurité. L'insécurité est un sentiment qu'on ne peut enlever qu'avec l'invisible, parce que le sentiment n'a jamais été visible. Donc, si je vous vends une sécurité avec plus de militaires, plus de police de proximité, plus de commissariats, je suis un menteur. Il faut d'abord changer les mentalités ici. Une fois que les mentalités changent, bien sûr, il y a des évolutions. Il faut avancer doucement, il faut aller doucement, il faut expliquer aux gens. Mais il faut être dans une société morale. Morale où on sait que vraiment, il y a une pudeur. On marche dans la rue, on sent que non, vraiment, la pudeur est dans ce pays-là. Et quand je suis dans ce pays-là, j'ai envie d'être un homme bon, un homme sain. Et ça, c'est ce qui permet de construire la sécurité. Donc, en d'autres termes, pour donner une première dimension de conclusion, tout ce qui est lié à l'insécurité, c'est lié à l'impureté de l'organe de reproduction. C'est ça que les sages disent. Si quelqu'un est impur à ce niveau-là, il aura quoi? Peur. Il aura peur parce qu'il n'y a que la faute qui crée la peur. Quelle faute? La faute. Celle dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est un sujet qu'il faut absolument aborder. Parce que si on n'en parle pas, on va construire des solutions qui sont fausses. Je vous le dis parce que les socialistes ont essayé, ils n'ont pas réussi à apporter la sécurité. Pourquoi? Ils ont parlé des polices de proximité. Ah, le policier qui est ton ami. Ah, mais si le policier, il est ami avec les jeunes des Chegues, bon, peut-être que le Chegues ne sera pas méchant. Mais non, le policier est là pour faire une autorité. Et cette autorité-là, si tu l'enlèves, il devient un ami, c'est plus un policier. Après, je sais, non, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des policiers qui vont être très, très durs, très, très armés et qui vont taper à la moindre erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Émeute sur émeute, partout dans le monde. Les jeunes se révoltent et ils se battent. Et on dit qu'il faut tuer la police parce que la police est devenue l'ennemi. Alors qu'à la base, c'est celui qui doit garantir la sécurité pour tous, est devenu l'ennemi numéro 1. Donc, ils sont trompés. Ça, c'est les libéraux, les gens de droite. Sont venus les communistes. Les communistes ont dit non, non, non. Nous, pour faire la sécurité, on va faire en sorte que tout le monde soit pareil. Il n'y a pas de riches. Tout le monde est pauvre. Comme ça, comme tout le monde est pauvre, il n'y aura pas d'envie. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'insécurité. Ça a fait quoi? Ça a fait des goulags. Ça a fait des sociétés où les gens vivent dans des favelas. Ça a fait des pays où, en fait, les taux de criminalité ont augmenté. Pourquoi?
Parce que la nature de l'homme est toujours de vouloir plus. Donc, tu ne peux pas faire une société où tout le monde est pauvre, ça n'existe pas, ça ne marchera jamais. Parce que tu auras toujours un ou deux ou trois qui voudront être riches. Et quand ce un ou deux ou trois deviendront riches, les autres vont aller les voler. Donc, je vous dis, je fais un résumé d'histoire politique en quelques minutes. Il n'y a aucun système politique qui n'a fonctionné jusqu'à présent pour régler les insécurités en termes de violence, en termes d'alimentaire, en termes d'argent, en termes d'éducation. Personne n'a trouvé les solutions. Pourquoi? Parce qu'on se trompe dans quelle direction regarder cette problématique-là. L'insécurité est un sentiment de peur. Et la seule manière, c'est de se demander d'où vient ce sentiment de peur. Il vient par l'immoralité. Et je le sais, je le vois. Les gens, dès que tu dis « je fais de la politique », ils viennent quoi? Ils te proposent des femmes. Si tu n'as pas de force, c'est fini. Tu ne peux rien porter. Tu es tombé déjà, c'est fini. Ils font quoi? Ils proposent de l'argent, du business. Si tu n'as pas de la probité, de la moralité, tu ne peux rien faire. Ton projet politique, il sera zéro. Je vous le dis, allez-y, vérifiez. Si vous voulez qu'aujourd'hui, nous puissions être capables de faire en sorte que nous, les Congolais, avec notre police, notre armée, nos citoyens et nos mamans, nos enfants, on puisse être un peuple qui est craint. Que quand les gens s'approchent de ce pays, de nous, ils sentent quelque chose. On a déjà beaucoup, parce qu'on a une noblesse comme ça naturelle, parce qu'on est très protégé par l'éducation. Notre éducation, elle est formidable. Il faut dire quand ça marche bien, il faut le dire. On sent que tous ceux qui sont au Congo, ils sont émerveillés par les Congolais. Ils les apprécient, ils les aiment. Pourquoi? Parce que l'éducation a donné sur nous, sur nos épaules, cette capacité d'être accueillant, agréable. Et ça crée en nous une attraction positive. Mais maintenant, le problème, il est où? Il est que l'insécurité nous guette partout, à tous les coins. Et il n'y a pas d'eau, insécurité au niveau de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il y a une armée qui est pas à son niveau. Avec un pays à presque 90 millions d'habitants, on ne peut pas avoir des problèmes avec un petit pays comme ça. Des policiers qui sont là, mais qui ne dégagent plus ce qu'ils doivent dégager. Une éducation, c'est que l'insécurité nous envahit. Et je me suis assis, regardé, j'ai contemplé, j'ai regardé le pays, on marche beaucoup, on rencontre beaucoup de gens, on parle beaucoup et je vois. On voit qu'en fait, par l'expression culturelle qui est dominante, on comprend que ce qui n'est pas visible dans le quotidien l'est visible par l'expression culturelle, l'immoralité. Faire attention. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire la musique. Je ne suis pas un ayatollah, je ne suis pas un extrémiste. Je suis en train de dire que l'insécurité ne peut pas être installée dans un pays si les têtes, les leaders ne sont pas capables d'exprimer une probité morale. Ça veut dire qu'on ne peut pas frapper son petit peuple. On doit, nous, être ceux qui recevons les coups et nous, être l'exemple. Après, quand la tête va bien, le corps suit. Parce que le poisson pourrit par la tête. Donc, il faut laisser les gens vivre leur vie, avancer, se construire, avoir de l'espoir, des rêves. Mais vous qui avez choisi aujourd'hui le fait d'être des leaders politiques, sachez que sur vous, on va avoir une plus grande exigence. Parce que la position qui est la vôtre, elle est supérieure à beaucoup. Vous allez avoir beaucoup d'avantages, beaucoup de situations qui sont à votre avantage, beaucoup de situations qui vous donnent une force, une prédomination sur les autres. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment on peut matérialiser positivement cet avantage qu'en tant que leader politique, vous avez sur les autres. Avec vous, on doit être beaucoup plus exigeant. Je n'ai pas le choix. Parce que si je ne le suis pas avec vous, tout ce projet politique d'Imperium, ça ne peut pas tenir. Moi en premier. Et vous pouvez demander aux gens autour de moi, je suis très exigeant, très dur pour ce qui est de ça. La probité, la moralité. Je suis très, très dur par rapport à ça.
Pourquoi? Parce que j'ai étudié, je sais, j'ai vu dans la sagesse même de nos cocos, celui qui dirige et qui n'est pas d'une probité morale ne peut pas être un bon dirigeant. C'est comme ça. Je ne l'invente pas. Les sociétés modernes européennes ont essayé de nous faire oublier en disant on a coupé la tête du roi, mort au roi, vive la République. Nous, on ne tombe pas dans ça. Nous, on sait que la dimension de la direction de la cité se fait par l'alliage des deux. La direction politique et la direction spirituelle doivent fonctionner ensemble. C'est pour ça que quand Josué et Yehoshua, il attaque Jéricho, il est avec les prêtres. On ne peut pas faire autrement. Celui qui vous parle d'autre chose, dites-lui, OK, cite-moi un modèle qui a marché. Il n'y en a aucun qui a marché. Même aujourd'hui, le pays où je suis devenu rabbin là-bas, ça ne marche pas. Ils ont mis en une société qui a écarté cette probité morale. Parce qu'ils font des choix sociétals qui sont douteux. Et vous voyez ce qui se passe? 4 ans de crise politique, presque 6 élections en 2 ans. Aucune majorité. Dissolution d'assemblée sur dissolution. Pourquoi? Parce que la moralité est partie. Et qu'aujourd'hui, le pays d'Israël là-bas veut ressembler aux nations européennes. Il ne faut pas qu'on laisse ça pour le Congo. Quand on parle de la terre de nos ancêtres, quand on parle d'un militantisme redéfini, quand on parle d'un projet de société redéfini, quand on parle d'une politique démographique précise, quand on parle de paix sociale, quand on parle de sécurité, tout ça doit être fait avec l'idée de savoir qu'on est un peuple noble. On est les héritiers d'un empire et on ne peut pas faire en sorte que cette noblesse-là soit mise à la poubelle. Parce que si on le fait, on est les premiers à payer. On joue leur jeu et on se retrouve dans la totale insécurité. Du coup, de m'avoir écouté, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Je vous écoute. Maman Blandine. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maman Blandine. Oui, moi, je suis très contente. Bon, je suis venue un peu, je crois, 20 minutes de retard. Mais ce que j'ai suivi, ça m'a vraiment beaucoup béni parce que là où on était à la conférence avec l'apôtre, il nous a parlé de la politique et donc l'État et l'Église, comment ça a été séparé. Et ça me fait encore plaisir de retrouver encore cet enseignement ce soir. Non, je suis bénie. Et je suis d'accord avec la moralité. Et je crois que c'est ce qui se passe dans notre pays et rien ne marche aujourd'hui. Mais nous pensons vraiment qu'avec cette réunion d'aujourd'hui, chacun doit se mettre pour que vraiment le Congo soit reconstruit et soit un modèle pour le monde entier. C'est ce que je voulais dire. Merci, Maman Blandine. C'est édifiant. Je sais qu'on est connecté dans les enseignements et les études en ce moment. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Une autre réaction, autre question? Oui, moi, je voulais aussi réagir. Bon, je suis en train vraiment de faire un effort pour appréhender la problématique. C'est vrai que quand on a des racines chrétiennes, quand on a suivi, quand on a été on a grandi, on a des repères chrétiens, on peut comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la moralité. Et voilà. Et lier la moralité à l'insécurité, on peut comprendre ça facilement.
Maintenant, la question ici est par rapport aux gens qui... Bon, ici, je prends tout le monde. Hein. Quand je parle de chrétiens, ça peut aussi être ceux qui sont dans le judaïsme ou encore ceux qui sont dans l'islam. Même si il y a des différences, des petites choses, des différences. Hein, parce que, bon, quand on parle, par exemple, sur le mariage, il y a des gens qui acceptent la polygamie, même par rapport à nos traditions. Il y a des gens qui acceptent la polygamie par rapport à ceux qui ne défendent pas la polygamie. Vous allez voir que la notion de la moralité ne va pas se définir de la même manière. Vous voyez, un polygame et un monogame en termes de moralité. Vous n'avez pas les mêmes repères. Et les gens qui n'ont pas été, par exemple, qui n'ont pas ce parcours-là, hein, de la croyance religieuse, je vais dire, même par rapport à nos traditions, il y a des différences près. Par exemple, quand vous allez dans certaines tribus où l'inceste, par exemple, existe, parce que lorsque nous rentrons chez nos Bokoko, vous allez voir, par exemple, qu'il y a des tribus qui pratiquent l'inceste. On peut prendre l'épouse de son oncle, et ainsi de suite. Vous voyez que je peux me perdre un peu par rapport à la notion de la moralité. C'est vrai, la probité peut se définir d'une autre manière par rapport à la moralité. Et aujourd'hui, le monde étant ce qu'il est, nous voyons par exemple l'homosexualité. Vous voyez, lorsque vous parlez avec un homosexuel et que vous pouvez lui parler de la probité, il va comprendre. Mais quand vous parlez de la moralité, c'est-à-dire que inclure l'homosexualité appeler l'homosexualité immoralité, là, vous n'allez pas parler le même langage. Donc, c'est là où moi, je voudrais savoir la société que nous voulons, la société qu'Imperium, par rapport à son idéal, c'est quel type de société, quel doit être le repère de cette société-là? C'est la question, parce que la notion de la moralité ou l'immoralité, il doit avoir un soubassement, hein? Il doit avoir un repère. Est-ce que dans cette société-là, par exemple aujourd'hui, parce que la charte fondamentale des droits de l'homme, qui parle de liberté d'expression, liberté de choix, liberté de ceci, liberté de se retrouver, les homosexuels se cachent aussi derrière cette charte-là pour se choisir, hein, c'est ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Donc, je suis un peu là, je me retrouve pas, parce que tout doit partir de repères pour parler de l'immoralité. Voilà, donc probité, oui, ça je peux comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on exige de la probité, mais quand on parle de l'immoralité, l'interprétation peut varier selon qu'on est de tel ou tel autre cas. Maintenant, par rapport à tout ça, quelle est la société que nous voulons avoir par rapport à l'impérium? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci. C'est une question très importante et je suis content qu'elle soit posée parce que j'attendais de voir qui allait être la première personne à me la poser. Parce que avant de donner ma réponse, je vais d'abord faire un constat. Aujourd'hui, si papa Jean-Michel, tu devais définir la société congolaise en termes de moralité, tu dirais que c'est une société qui est basée sur quelle moralité? Bon, en termes de moralité, je sais qu'il y a aussi des facteurs qui sont en termes de moralité. Il est vrai que je ne connais pas la société traditionnelle. Je suis né et puis malheureusement, on n'a pas aussi été beaucoup plus informé
par rapport à nos ancêtres, comment ils vivaient, quel était le repère. Ils vivaient sur base de quoi, hein? Comment ils définissaient la moralité. Vous voyez, mais aujourd'hui, je peux définir en tant que chrétien, en tant que chrétien, je peux clairement définir la moralité. Merci. Voilà, en tant que chrétien. C'est ça la réponse que j'attendais, parce que depuis les semaines que je suis ici, quand on marche dans les rues, quand on marche dans les rues et qu'on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a des églises à chaque pâté de maison. Donc aujourd'hui, la société congolaise est une société de moralité chrétienne, il faut le dire. On le voit, le pape devait venir ici, il a mené son voyage, mais c'est un pays qui se dit chrétien. Donc avant que je donne ma réponse, je vais d'abord tirer les enseignements de la réalité. Donc aujourd'hui, un pays qui est chrétien n'est pas des moindres, parce que je pense qu'à part le Brésil, on est peut-être l'un des pays les plus évangélisés au monde. Alors la question que je demande, c'est quelle est la moralité qui a été construite depuis des années, où maintenant on peut dire que les églises de réveil, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elles existent. Et ce n'est pas des églises qui manquent de succès. C'est des églises qui ont du succès, qui sont florissantes. Il y a les pentecôtistes, les adventistes, il y a les catholiques. Donc la société chrétienne qui existe actuellement au Congo, ma question elle est, quelle est la définition de moralité qui était dedans? On nous parle bien sûr de monogamie, on nous parle d'une société où la moralité serait excellente. Je redis une fois, je ne critique pas la religion, on est dans une discussion libre, très honnête. Donc ma question elle est, quand aujourd'hui on regarde la société chrétienne qui est devenue le Congo, est-ce que ce qu'on y voit, c'est une probité? Est-ce que ce qu'on y voit, c'est une moralité, on va dire, comme elle s'annonçait, mais qui a donné notre réalité? Et si oui, alors quel est le problème? Pourquoi cette société chrétienne, avec des églises partout, n'a pas réussi à créer une société sécurisée qui enlève effectivement l'insécurité? Mon avis, c'est que le système chrétien ne peut pas le faire. On va être très honnête, on est dans un débat très technique ici. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que comment un système, une religion qui est née avec un concept de justement la femme qui fait l'enfant toute seule, peut vendre une société familiale propre? Comment une spiritualité qui est née avec parfois des désirs de croisade? D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le passé, les croisades, c'était des gens qui partaient avec violence convertir des forces des gens à la chrétienté. Et maintenant, c'est des pasteurs qui, quand ils veulent convertir les gens, ils appellent ça des croisades. Le terme, c'est un terme barbare. Comment une société qui prône les croisades, ou qui est née dans les croisades, peut créer une société qui sécurise? Comment une société qui, on va dire qu'on parle de la chrétienté aujourd'hui, disons-le, c'est majoritairement 5 livres. Matthieu, Luc, Jean, les Éphésiens, Timothée. Ok, c'est majoritairement 4 livres. Après, il y a les autres écrits de Paul. Comment on peut construire un modèle de société avec si peu d'informations sur des détails qu'une société exige? Ma réponse, non pas sentimentale, mais de constat, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont apporté cette spiritualité au Congo, on voit des scandales
d'homosexualité chez parfois les prêtres. On voit des scandales de clientélisme, de corruption. On voit des scandales de viol, on voit des scandales, on voit des choses qui questionnent. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que le choix sociétal que le Congo a fait, il y a peut-être 30 ans ou plus, non, c'est plus que 30 ans, pardonnez-moi, avec ce roi qui a fait rentrer le catholicisme par les Portugais, alors que le roi, c'était le fils du roi, hein, alors que le roi lui-même avait essayé, il a dit non, c'est pas ça pour nous. Mais son enfant a gardé ça, a fait la guerre à son père, il a installé le catholicisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a créé? Une société instable. Donc la question que je voulais, moi, c'est vous pousser à cette question jusqu'au bout. On veut une société morale, mais basée sur quoi? Moi, je vais vous dire ce que les cocos disent. Parce que quand je l'ai dit, les cocos, ils sont... Tu veux trouver ce qu'ils pensent. Tu veux trouver là où c'est écrit, je le redis. Je suis sur Facebook, c'est écrit dans le Zohar. Tu veux savoir ce que les cocos de Bas-Congo, les cocos du Congo Empire pensent, veulent faire, comment ils veulent voir la société, il faut aller voir ça dans le Zohar. Le Zohar, c'est compliqué. Même le juif, il ne veut pas toucher ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a d'abord cette logique de dire, attention, dans la Bible, il est écrit que Jacob, il a pris 2 femmes. Toi, ne viens pas faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'on sait que si tu empêches ça, tu vas créer de l'immoralité. C'est un rabbin qui vous parle. Si je vous dis qu'aujourd'hui en Israël, le problème majeur, c'est quoi? C'est les tromperies et c'est les enfants nés hors mariage. Vous ne me croirez pas. Les rabbins se cassent la tête pour savoir comment ça se fait que nos populations sont tombées si bas à aller faire des choses qui ne sont pas écrites dans notre code moral et qui est appuyé par une société qui devient moderne et qui se christianise, parce que la laïcité, en fait, c'est chrétien. Les gens qui ont dit non, plus l'Église, l'État, mais c'était qui? C'était chrétien. Ils ont créé la laïcité. Aujourd'hui, Israël devient laïque. Il y a des choses qui sont faites qui sont contraires à cette moralité-là qu'on trouve dans des choses comme dans la pensée des cocos. La pensée de quoi ils te disent comme ça, ils te disent, on sait exactement comment tenir une société loin de l'immoralité. La première, il faut dire des cadres clairs. Il faut définir ce qui est interdit, ce qui est permis. Pas par rapport au sentiment ou à l'expérience personnelle, non. Par rapport aux sagesses des cocos qui vont te dire, par ce choix-là, tu vas protéger la population de tomber dans ça ou pas. C'est pour ça qu'ils ont permis le mariage polygame dans un cadre précis. Parce que si tu n'es pas polygame, si tu es polygame, tu dois être quelqu'un de boignard. Tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas le droit. Il y a des règles précises. Ce n'est pas une expression d'immoralité. Ça n'est permis que dans un certain cadre, et pour ceux qui ont un certain niveau et une certaine consistance. C'est réservé à une élite spirituelle. Ce n'est pas un outil sociétal qu'on utilise comme ça. Toutes les histoires aujourd'hui qu'on parle d'homosexualité, on voit le Sénégal qui a pris une position très forte. Ça leur coûte cher, mais ils ne bougent pas. Ils disent que notre société, on a du respect pour tout le monde. Tout le monde est sénégalais, tout le monde a droit à la même chose, mais on ne va en rien légitimer l'homosexualité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre tradition. Et ça, même si le monde entier se retourne contre eux, mais ils voient que c'est fait sans violence. Est-ce qu'il y a des solutions de définition autres? Oui. Ce que je veux dire par là, papa Jean-Michel, il faut savoir que même chez nos cocos, il y a des traditions qui se sont perdues. Niveau à Bakoko Nabiso, il y a 200 ans, ce n'est pas le niveau de maintenant. Le niveau des chefs coutumiers de maintenant, ce n'est pas le niveau d'il y a 200 ans. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il y a des chefs coutumiers qui vendent la même terre à 5 personnes. On le sait. C'est la réalité. Vous voyez, chef du budget, Azui nous était à Béti. Ah, tu payes sur terre. Ah, ok. Tu payes. Il a fait la même chose à 5 personnes.
Parce qu'on est tombé dans un folklore. Donc aujourd'hui, sans prétention aucune, je vous dis, on a une clé. La moralité de la société, on sait exactement où c'est écrit et comment la définir, bien sûr avec un collège de penseurs et des cocos. On va leur dire, vous, là, vous savez que c'est comme ça. Si ce n'est pas comme ça, donnez-nous une autre solution. Et la solution que vous allez donner, on va la vérifier pour savoir de ce qu'elle peut donner dans X temps. Donc moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens parlent de moralité chrétienne. J'ai aucun problème avec ça. Je dis, mais tout ça à grande échelle. Donnez-moi aujourd'hui une société chrétienne qui est morale. Un pays, papa, je vous dis, un pays qu'on sait comme étant société chrétienne et qu'on peut dire vraiment c'est moral. Pour moi, c'est sûr que la solution, elle va être, comme on l'a dit il y a 2 jours, la chrétienté, le judaïsme, l'islam doivent respecter les traditions congolaises. Maintenant, comme j'avais dit au début, la tradition congolaise, il faut l'avoir écrite quelque part. Elle est où? Sans prétention, je sais où on l'a. Et je mets au défi, il faut amener tous les cocos des 26 provinces. On va aller loi après loi. Loi après la loi. Non? Loi après la totale, ceux qui, mema, on va regarder loi après loi, c'est ce qu'on amène, c'est pas l'histoire du Congo. Loi après loi. Loi pour la loi pour le mariage, loi pour la civile, loi pour la loi après loi. Parce qu'il faut que tradition congolaise et comme on a beaucoup. Il faut qu'on écrive la tradition dans un livre. Mais pour ça, tout mon temps, on peut prendre 6 mois, tous les jours, on se voit 10 heures. Passer ma cadre, même ma formation, ma juge. Même ma cadre, toko sala, célébration, la biso, nengeni, respecter ma culture, kota ke, chrétien, juif. Tout ça, eza musala ma casse, papa Jean-Michel. Seulement la base wana te tokoma tomona ke vraiment sikoyo toza na base morale. Donc société morale au toujours solo la sikoyo qu'on parle maintenant, c'est pas des réponses qu'on va donner en 5 minutes, papa Jean-Michel. Il faudra au moins 20 tomes de 500 pages écrits dans ke wana tradition Congo. Eza wapi place boye sombango sango pe na ndako. So yebite ndeni to saka na ba tradition na biso kende luka chapitre boye bon c'est quoi chapitre oyo etali ba mariage to ça ndeni. C'est comme ça qu'on arrive à créer une société morale. C'est pas en réfléchissant par à coup. C'est en prenant toutes les suppositions et en regardant ce qu'elles vont donner dans leur extension. Est-ce qu'il y a un livre de référence? J'ai. On va les coucher. Et si à un moment vous me dites non, ça c'est pas congolais, on va réadapter, on va regarder comment on fait pour respecter notre tradition. Donc moi personnellement, je dirais aujourd'hui, il faut être honnête. Je ne parle pas de la foi de chacun, je ne parle pas de ça. Je parle à des politiciens qui veulent créer un projet de société. Je vous dis la moralité, si vous voulez voir où elle existe, aujourd'hui allons-y. On est dans une société chrétienne. Quel est le résultat? Et quand je dis ça, ce n'est pas une critique. Vous pouvez m'amener en Israël, société juive, quel est le résultat? J'ai honte. C'est même pas, c'est pas une question de critique, hein. C'est pas attaquer les religions. On m'amène, papa, aux gens d'Israël, non? Tel Aviv. On sait comment c'est Tel Aviv. Donc, je sais, je ne suis pas en train d'attaquer. Toi, tu peux confirmer mes paroles devant tout le monde. Je ne suis pas en train d'attaquer la chrétienté ou l'islam. Parce que quand ça vient au judaïsme, même la société là-bas, elle fait des fois honte. Je dis, mais c'est pas possible. On est des juifs, on n'est pas des juifs. C'est quoi ça? Mais j'ai un espoir. C'est qu'ici au Congo, on va réussir à faire là où tout le monde échoue. Réellement respecter cette ligne-là. Et je sais que
tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre les éléments qu'on a, plus bakoko, oya bakoko ya solo, to vandi, débat tina pourquoi, tongo pourquoi, te toko koma, livre wana, kokomama, tradition, et pas congolais. Aspect de quoi aborder, formation des cadres, formation des juges, valeurs familiales, position religieuse, pratique religieuse, tout ça, photo coma. C'est comme il politique, la spiritualité, ils ont mis ensemble. Ça veut dire quoi? N'importe qui va venir après ne va pas amener les Congolais dans des chemins qui ne sont pas les leurs. Il va amener un projet et qui va respecter cette base législative-là qu'on doit écrire spirituellement. Réponds-moi à la question, Papa Jean-Michel. Bon, oui, hein. Oui, j'ai compris la réponse, mais je vais voir sur le plan pratique comment vont être circonscrits, parce que, bon, il faut pas qu'on oublie que le monde étant aussi ce qu'il est avec la globalisation, avec tout ce qu'il y a, et je ne sais pas si quelle sera la place de la charte universelle des droits de l'homme, quelle sera sa place dans notre structure. Et tout ça, bon, on verra sur le plan pratique comment Papa Jean-Michel, on va conceptualiser. Charte universelle des droits de l'homme, ça dit quoi? Si vraiment tu es quelqu'un qui lit ta Bible, qui lit ton Coran, tu lis ta Torah, tu lis tes brahmanes, la charte universelle des droits de l'homme ne te sert à rien. Parce que tu es déjà en train de pratiquer tout ça avant qu'on te le dise. Charte universelle des droits de l'homme, c'est l'éditable de la loi des laïcs. Parce qu'à partir du moment où tu dis la société n'est pas religieuse et que tu coupes la tête du roi, tu dois essayer maintenant de montrer que tu as quand même une moralité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu écris, tu prends René Cassin, tu écris, tu dis, monsieur, écris-nous 10 règles de base. C'est quoi? L'homme est uni, les hommes sont égaux, on est un. Mais ça, c'est la base. Toute personne qui a une religion, elle applique ça sans même réfléchir. Donc, à un moment, il ne faut pas tomber dans le piège de la globalisation. La globalisation, elle est bonne quand elle respecte les particuliers et le particulier. Le Congo est un particulier, est un être social, un être moral. Il ne doit pas être annihilé dans son unité dans une globalisation où il n'existe pas. Pour qu'une globalisation soit saine, il faut que ce que tu es soit respecté. C'est d'ailleurs la guerre qui se passe en ce moment. Il y a une nation qui veut globaliser la culture américaine partout, et une nation qui veut particulier. Non, nous, on est des Russes. Il ne faut pas venir, et nos frontières, tout ça. Donc, on est en train de parler d'une guerre qui est mondiale, d'un sujet qui est mondial. Moi, ce que je dis, c'est comme ça. On n'a pas attendu les règles universelles des droits de l'homme pour savoir comment vivre ensemble. René Cassin, c'est 1862, je crois. Le Congo, c'est plus de 13 siècles d'empire. On n'a pas attendu qu'un monsieur vienne nous dire comment vivre ensemble, pour ça, comment on devait vivre ensemble, papa. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va répondre à tous les critères des organismes internationaux. On n'est pas des hors-la-loi, on ne sera jamais des hors-la-loi. Et que personne ne nous prenne pour des enfants. On ne va pas définir la moralité depuis 200 ans. Elle existait bien avant. Et nous dire que la moralité qui compte, c'est celle qui existe depuis René Cassin, c'est nous prendre pour des idiots. Parce que René Cassin lui-même a été inspiré par qui? Par des Grecs. Qui étaient enseignés où? En Égypte.
qui sont quoi? Nos petits frères. Hein. Donc, il faut remettre les choses dans le cadre. Il ne faut pas oublier qu'il y a un complexe de supériorité qui est en fait un complexe d'infériorité des civilisations européennes par rapport à nous. Parce qu'ils savent très bien que si jamais on doit lutter à armes égales, ce n'est pas eux qui dirigent. Ou par l'ancienneté, ou par la richesse, ou par la culture, ou par l'histoire. Mais en changeant les règles, en créant des droits universels, alors que le monde existe depuis presque 13 millions d'années. On t'a pas attendu pour avoir ces droits-là. Donc oui, chaque règle onusienne, FMI, tout ça, on va respecter et vous verrez que selon chacun, selon ses compétences, on va vous donner les informations pour être bien dans le droit. Mais le particulier doit exister. Le particulier, c'est de montrer que nous, on a le niveau d'enseigner René Cassin et les droits universels. Parce que là-bas, ils se sont trompés. En faisant des sociétés où définies comme elles ont définies, en enlevant le particulier, parce que maintenant, cette notion de globalisation, elle est aussi dans le genre. Il faut dire, je ne suis pas genré. Je choisis qui je suis. Papa, maman, ils te donnent un nom. Ah, toi, tu t'appelles Mara. Tu dis, non, non, moi, je suis une fille. Je m'appelle Marina. Ah, tu as le droit, bravo. Quoi? C'est ça la globalisation? C'est d'enlever tout aspect de particularité. À ça, on n'en veut pas. Respecter tout le monde ne veut pas dire qu'il faut enlever la notion de particulier. Donner de la place à tout le monde ne veut pas dire qu'il faut enlever les éléments qui distinguent les gens. Aimer tout le monde ne veut pas dire qu'il faut effacer les différences. Ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ont échoué dans la différence, dans le particulier, dans la particularité, et qu'ils veulent maintenant harmoniser. Je te dis, papa Jean-Michel, même dans l'harmonisation, ils vont échouer. Pourquoi? Tu ne peux pas faire habiter des gens qui n'ont pas la même culture. Il faut respecter les différences culturelles. Si demain, même toi, tu es en Israël depuis des années, grâce à Dieu, on te dit, bah, maintenant, papa Jean-Michel, c'est fini. Tous les jours, tu manges que shawarma, pita avec hummus. Ouais, tu vas dire ton sourire. Là, tu dis, ah non, c'est pas possible. Il faut que j'ai mon poulet, il faut que j'ai mon kwanga, mon chikwang, mon foufou. Pourquoi? C'est ta culture. Ta manière de t'habiller, de parler, les noms, c'est ta culture. Ça ne s'enlève pas. Alors, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Oui. Est-ce qu'on doit vivre ensemble? Oui. Est-ce que le vivre ensemble doit enlever ce que je suis? Non. Donc, tout ça, on va rentrer dedans. On va l'écrire. Mais ce niveau-là d'écriture, on va commencer. Mais c'est vraiment effectif quand tu es à la tête de l'État. Parce que tu ne peux pas lancer un tel programme en n'ayant pas la garantie que derrière, ça va être mis à chaque coin d'école. Donc, on va parler, on va ébaucher, on va donner une direction. Parce que dès que là, on est le 5e cours. Quand je finis le 10e cours, on va commencer maintenant à nommer des secrétariats nationaux. Chacun selon le sujet qui, c'est les ministres du parti, quoi. Selon les sujets qui correspondent. Donc là, on va rentrer dans une deuxième phase d'approfondissement. Chaque ministre sera un expert dans le budget, dans l'éducation, dans l'université, dans l'agriculture. Chacun aura un portefeuille et ces personnes-là seront aidées, appuyées, encouragées par le parti, payées. Donc tout ça, on y avance doucement, mais il faut d'abord que je sois honnête avec vous et que je vous donne en 10 vidéos ou 10 cours les conditions du contrat. Vers quoi on va pour que vous sachiez ce qu'on va exiger de vous. À partir du moment où tu es secrétaire national chargé de l'éducation, tu sais que, voilà, on a fait 10 cours, on a fait militantisme, projet de société, politique démographique, paix sociale, insécurité, on sait à peu près le cadre du contrat. Donc là, je suis en fait en train de vous édicter les 10 articles du contrat qu'on va signer et qui va permettre de mettre des cadres à ce niveau-là. Et après, on va rentrer encore dans le détail. Là, c'est l'introduction de l'introduction. On n'a rien commencé encore. Et juste pour finir, je donne quelques nouvelles. Le voyage ici se passe très bien. Tout est OK. Tous les documents sont bons. La reconnaissance du parti est en cours. Les avocats travaillent très bien. On est connu de tout le monde et apprécié et respecté de tout le monde. Quand je dis tout le monde, comprenez bien tout le monde. Donc, vraiment,
soyez juste sûr qu'on travaille d'arrache-pied et que le message qu'on porte, il fait sens. Moi, ce que je veux, hier, j'étais dans une église à Kassavo-Bussi. On a passé un moment d'échange très fort parce qu'on parle le même langage quand il s'agit de spiritualité et qu'on veut comprendre comment relever le challenge de la société. Et on voit qu'à ce moment-là, les Congolais sont vraiment unis. Donc vraiment, je vous dis que les nouvelles sont bonnes. Il faut juste maintenant qu'on finisse ces 10 vidéos. Après, on devra aussi, dans le cas du parti, nommer 26 membres fondateurs. L'ASBL va rester toujours l'ASBL. On va créer un parti en parallèle. Il nous faudra 26 membres fondateurs qui viennent des 26 régions. Donc, le challenge est assez important parce qu'il ne faut pas forcément qu'ils habitent dans la région là-bas. Il faut qu'ils puissent prouver qu'ils sont originaires de cette région-là. Donc, les 26 membres fondateurs doivent être congolais qui peuvent montrer dans leur carte d'électeur, voilà, moi je suis de telle région, de telle province, telle province, telle province, telle province. Donc, ces 26-là, on les choisira sûrement aussi parmi vous. Si parmi nous tous, il n'y a pas les 26, on écoutera les conseils de ceux ou celles qui connaissent telle personne qui est originaire du Sud Kivu, du Nord Kivu, de Ituri, du Wele, ainsi de suite, de l'Équateur. Donc, tout ça, je ferai un point global après le 10e cours. Mais en tout cas, ça avance très bien, on travaille très bien et la société congolaise est prête pour nous. Je vous le dis, on est là tous les jours, on le voit, on échange, on parle, on est là dans le terrain. Ça se passe très, très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Avant que je vous laisse, je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Pardon. Maman Blondine? Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Ça va très bien. Merci beaucoup. Papa Jean-Michel, on continue les discussions. Mais on est dans la même longueur. Non, sinon ça va, hein, parce que tous les cas, c'est la matière. On a besoin de cette matière-là. Et tout ce qui est bien, c'est que, comme j'avais dit la fois passée, le premier jour où nous sommes retrouvés pour aborder ce sujet, oui, nous avons vraiment besoin de l'innovation, sachant qu'au Congo, voilà, c'est tous les jours que les partis politiques naissent. Oui. Et la question, comme je vous l'avais posée au début, là, pourquoi Imperium alors qu'il y a déjà plus de 700 partis politiques? Il y a Jean-Marc Aboun vient aussi de s'ajouter, oui. Et d'autres sont en train de s'ajouter. Vous voyez que quand vous trouvez quelqu'un de rationnel, il se dit, mais pourquoi il vient encore s'ajouter? Mais ce qui est bien, c'est que vous nous donnez là, jusque-là, c'est vraiment quelque chose d'innovation. Et parce qu'on ne peut pas faire la même chose. Vous voyez, on ne peut pas venir sur le marché pour répéter la même chose. C'est pourquoi on peut accepter les 701e partis à condition que ces partis-là viennent apporter quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui est bien. Et voilà, nous bénéficions de tout ça. Ça ajoute, c'est une valeur ajoutée de nos connaissances. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Et je crois qu'il faut toujours être comme ça, comme définitivement, parce que le débat politique, il faut se confronter pour sortir une solution médiale. Donc, merci beaucoup. Et on se voit donc jeudi soir pour déjà la 6e vidéo. Après 4 vidéos, on va accélérer, mais la machine est bien lancée. Merci à tous. Okay. Bonne soirée. Et puis, on se dit à très bientôt jeudi soir. Bye bye, papa. Bye, maman. Papa Jean-Michel, maman Blandine. Papa Coco. Oui. Bonne soirée. Bye bye. Papa Jean-Claude, bonne soirée. Papa Pemba. Merci. Maman Valérie. Bye bye.